Les 4 candidats à la mairie de Brive nous ont donc rejoints sur ce plateau. Il s'agit du maire sortant Frédéric Soulier qui mène la liste Un projet pour Brive 2, de Paul Roche pour Brive Notre Avenir, bonjour. Chloé Hersaft pour la liste écologique et citoyenne de Brive et Chamira Kasri pour Brive Un futur en commun. Bonsoir à toutes et à tous, parité respectée sur le plateau ce soir. Alors avec vous, nous allons aborder la question de l'environnement, des questions de sécurité ou encore du développement économique à Brive. Mais pour commencer, tout d'abord, une question sur vos listes et vos candidatures. Frédéric Soulier, vous présentez votre liste comme allant du centre-gauche au centre-droit. Vous êtes soutenu par 7 partis politiques. Alors je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a LR, La République En Marche, Modem, UDI. C'est un pari politique, une telle ouverture. Est-ce que vous ne craignez pas que votre électorat de droite s'y perde un peu ? Écoutez, c'est un rassemblement qui ressemble à Brive. C'est-à-dire Brive est une ville de centre-droit, centre-gauche et qui a toujours aimé les situations de concorde. Brive n'aime pas la discorde et nous avons cette volonté d'être à l'image de notre ville, quelque chose pour laquelle nous restons très ouverts et très attentifs à l'ensemble des sensibilités. Et puis encore une fois, c'est pour un projet, vous savez, les étiquettes politiques, ça fait très longtemps qu'elles ne sont pas la clé. Elles ne sont que quelques marqueurs. Le fond, c'est le projet, le contenu du programme, c'est d'autant plus important. Et quand vous rassemblez des hommes et des femmes qui ont des parcours différents, je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement être ce rassembleur pour l'intérêt de la ville et pour avoir comme seule ambition Brive. Alors, à gauche, en revanche, vous partez divisé pour ce premier tour. Nous avons donc la liste investie par Europe Écologie Les Verts et menée par vous, Chloé Hersaft. La liste de sensibilité de gauche menée par vous, Chamira Kasri, qui était il y a encore peu au Parti Socialiste. Et la vôtre, Paul Roche, une liste qui s'affiche clairement sous les couleurs du PS et du PC. Philippe Noche, l'ancien maire de la ville, qui est 5e sur votre liste actuellement, disait il y a peu de temps qu'à Brive, il ne pouvait pas y avoir de victoire de la gauche si elle n'était pas rassemblée. Vous regrettez que ce rassemblement de la gauche n'ait pas eu lieu pour ce premier tour ? D'abord, ce que je veux dire, c'est que Brive Notre Avenir, c'est une liste jeune et dynamique avec 15 jeunes de moins de 40 ans, accompagnés par des personnalités d'expérience, dont Philippe Noche et d'autres personnes qui, par leurs compétences variées, ont envie de s'investir pour Brive. Nous avons fait le choix d'afficher clairement nos étiquettes politiques. Nous aussi, notre parti, c'est Brive, mais nous voulons dire clairement d'où nous parlons, quelles sont nos valeurs et quels projets nous voulons proposer aux brivistes pour une ville durable, solidaire, attractive, citoyenne. Et pour espérer l'emporter au second tour, vous n'avez pas d'autre choix que de vous unir ? Je pense qu'il faudra trouver au soir du premier tour les voies du rassemblement pour que la gauche puisse... la gauche écologiste aussi, puisse l'emporter à Brive le 22 mars. Quand on regarde vos programmes, quand on regarde vos listes, la vôtre, le vôtre, Paul Roche, le vôtre, Chamira Kasri, on ne trouve pas de différences qui paraissent insurmontables. Dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, vous avez des propositions assez proches. C'est la question du choix de la tête de liste qui fait que ce rassemblement, il a achoppé pour ce premier tour ? Moi, je ne pense pas. C'est vrai que pour ce qui est de notre liste, nous avons souhaité faire un rassemblement plutôt citoyen, puisque depuis 2017, nous travaillons sur les différentes thématiques qui concernent la ville de Brive. Sur cette liste, 85% des personnes sont issues de la société civile, hormis le fait qu'elles soient adhérentes dans des mouvements associatifs, culturels et sportifs. Et 15%, effectivement, sont issus de mouvements politiques comme des gaullistes, comme LFI, Génération S, PS et PC. Le PC appelait aussi de ses voeux le rassemblement avec la liste de Paul Roche. Pourquoi ça n'a pas pu se faire ? Ça n'a pas pu se faire. Effectivement, nous avons souhaité, depuis, comme je vous l'ai dit, 2007, ce rassemblement. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises. Malheureusement, peut-être que le fait que c'était qu'une liste citoyenne sans étiquette politique a dérangé. Et aussi, je pense qu'il y a d'autres raisons que je ne citerai pas ici à l'antenne. Mais Monsieur Paul Roche doit les connaître. Donc voilà. Mais la rupture est consommée ?
Ou il y a encore une union possible au second tour? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que chaque chose en son temps. Donc il faut attendre le premier tour et nous verrons la suite. Alors Chloé Hersaft, Europe Écologie Les Verts a été très courtisée à Brive. Vous êtes novice en politique. Les habitants de Brive vous découvrent depuis quelques mois. Pourquoi avoir choisi de faire cavalier seul pour votre première aventure électorale? Pour plein de raisons. La première, c'est que c'est vrai qu'on envisage un monde nouveau avec toutes les difficultés que ça entraîne. Le travail que ça entraîne, le positionnement que ça entraîne, l'énergie que ça demande, la volonté. Et l'écologie, c'est un développement à l'équilibre entre le social, l'économique et l'environnemental. Pour le dire simplement, d'envisager des alliances en amont, forcément, il va y avoir des compromis. Et selon notre programme, il y a un vrai risque de déséquilibre. C'est-à-dire que ça va être difficile de faire vraiment à l'équilibre les trois sphères. Je dirais que c'est la principale raison. Alors ce que vous dites aussi, vous allez dire d'entrée de jeu, vous dites en plus c'est peu probable qu'il y ait des alliances au second tour parce que vous dites vous n'avez pas la même façon d'aborder l'environnement que les autres candidats. Absolument. C'est-à-dire? En quoi ça se diffère? En fait, en 2020, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est vrai que toutes les listes verdissent leur programme. Mais ce sont des politiciens qui font de l'écologie, tandis que nous sommes des écologistes qui devons faire de la politique. Ça change tout. L'écologie, c'est une façon d'envisager un territoire complète, très particulière. Et tout doit être vu à travers ce prisme? Exactement. C'est un socle inamovible. Paul Roche, vous ne vous retrouvez pas dans cette façon de voir les choses, le fait que tout doit être lié, écologie, emploi, social Moi, je pense que l'écologie doit être présente dans l'ensemble des politiques. Et je constate que dans les programmes, nous avons un certain nombre de convergences. Après, je comprends la stratégie d'Europe Écologie Les Verts au niveau national, eu égard aux résultats des élections européennes, dans une démarche plus d'autonomie. Mais je vois que dans le programme que nous avons constitué par des forums participatifs, par des ateliers citoyens, nous avons un programme avec des propositions très écologiques, avec la mise en place de la gratuité des transports en commun, la reprise en gestion publique de l'eau, enfin, la mise en place d'un budget climat. Donc toutes ces propositions qui sont très fortes en matière écologique. Et quand on est de gauche, on est à la fois de gauche et écologique. Frédéric Soulier, on retrouve aussi dans votre programme des propositions qui concernent l'environnement. C'est une inflexion. Et est-ce que essentiellement vous voulez poursuivre la trajectoire et le cap que vous êtes fixé il y a 6 ans si vous êtes réélu? C'est un peu tout cela, et je dois dire que moi j'ai beaucoup appris, d'ailleurs avec Bernard Lompré, un élu très engagé dès la première heure sur ces sujets environnementaux, sur ces questions sociétales. Moi-même d'ailleurs j'ai évolué sur cette question, et je dois dire que c'est aussi grâce à l'action d'Europe Écologie avec les formations diverses et variées depuis maintenant plus de 40 ans. Il faut le reconnaître. Nous avons là aussi besoin de progresser. On a vraiment la bonne taille, si vous voulez, sur ces sujets. Ce qui n'a été pas fait dans les grandes agglomérations, les grandes villes, c'est vraiment l'occasion à des petites villes comme les nôtres, sur des territoires moyens, d'être très en amont sur les sujets. Par exemple, une des propositions que nous allons inscrire, si les brivistes nous font confiance, c'est que la question environnementale sociétale soit inscrite dans tous les documents d'urbanisme. Ce qui va amener, sur la partie gestion de la question sur le plan administratif, une réflexion et une habitude totalement différentes. Donc une vraie question de mutation. Donner aussi à Brive les moyens de faire face au mode énergétique alternatif à l'énergie fossile. Il y a le réseau de chaleur, il y a la biométhanisation, grâce à laquelle la collecte des fermenticides qu'on a lancée depuis 3 ans va permettre là aussi d'aller chercher un autre moyen de produire une énergie qui ne soit pas énergie fossile. Et c'est aussi à notre façon de dire aussi à notre petit territoire, d'avoir une forme d'indépendance par rapport aux pays producteurs. Donc je crois que cette échéance municipale, elle tombe bien, c'est le moment, et moi je me réjouis que finalement, nous soyons tous porteurs d'un message, non pas virtuel, mais d'un message vraiment, je pense que chacun d'entre nous a cette conviction, et c'est tant mieux. Il faudra quand même que nous amenions aussi avec beaucoup de pédagogie à changer les choses auprès de nos concitoyens, et je le vis en tant que maire aujourd'hui. C'est quand même un objet
pas tout à fait aisée, mais confiance en l'avenir sur ces questions sociétales et environnementales. Alors d'ailleurs, on va aller plus loin sur ces questions d'environnement. On va parler notamment des transports en commun et des mobilités douces. Et tout d'abord, la place du vélo à Brive. Il en a été beaucoup question ces derniers temps. Vous avez tous des projets pour faciliter les déplacements à 2 roues dans la cité gaillarde. Et tout d'abord, selon donc une étude menée en 2019 par la Fédération des usagers de la bicyclette, la pratique du vélo est jugée défavorable et les cyclistes ne se sentent pas en sécurité. Madame Cassery, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement nos cyclistes se sentent mieux à Brive? Il faut plus de pistes cyclables, il faut un plan global. Qu'est-ce que vous proposez? Alors tout à fait, effectivement, il y a eu une enquête qui nous a donné une note pas très très belle, je crois 2,8. Précisément 2,54 sur 6. J'étais généreuse. Effectivement, plutôt que des couloirs, à mon avis, des vraies pistes cyclables sont indispensables. J'ai 16 de mes colistiers qui ne circulent qu'à vélo et qui sont prêts à aider l'association Brive Ville Cyclable pour justement pointer du doigt les dangers d'une piste cyclable à double sens. On l'a beaucoup abordé et c'est vrai que pour... Vous voulez parler des bandes cyclables? Des bandes cyclables, c'est assez compliqué. Ensuite, faire des pistes cyclables qui partent de l'est à l'ouest et du nord au sud, c'est intéressant et pour que les scolaires aussi puissent les utiliser. Amener effectivement les jeunes et les moins jeunes à pouvoir circuler à vélo en toute sécurité. Chloé Herzhaft, il faut bannir au maximum la voiture du centre-ville ou il faut juste renforcer la place du vélo et si oui, comment? Bannir, quel mot dur. Mais non. À terme, ça serait votre souhait par exemple ou pas? C'est pas le but? Non, c'est pas le but. En fait, les choses, elles doivent se faire naturellement. C'est un réapprentissage, c'est une invitation. Il faut qu'il y ait les équipements et les équipements, c'est pas que les pistes cyclables. Hein. Il y a aussi le parking parce qu'on se fait voler nos vélos. Bon, voilà. C'est une réalité. Mais c'est vraiment une évolution dans les pratiques. Une fois qu'on a le terrain adapté, les voiries, etc., c'est aussi dans les structures mentales. Il ne faut pas opposer du tout la voiture et le vélo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de voitures, mais c'est hérité d'un système. Ça s'est installé comme ça sur des décennies. C'est ça qu'il faut changer. Mais les cyclistes aussi doivent apprendre. Tout le monde doit apprendre. C'est un changement de fond qu'il faut intégrer. Mais une chose est certaine, c'est que c'est vrai que quand à Brive, nos enfants et nos adolescents pourront aller en vélo à l'école, c'est que tout aura changé. Paul Roche, il faut sécuriser les axes dédiés au vélo à Brive. Je pense que le bilan du maire sortant sur le vélo n'est pas très flatteur. On peut peut-être compter en centimètres le nombre de voies cyclables qui ont été construites au cours du mandat. On a vu apparaître, c'est vrai, un plan cyclable à 2 mois des élections, mais il faut être sur quelque chose de plus concret, de plus sérieux sur le vélo. Comment on arrive à mieux relier les établissements scolaires, ça l'a été dit. Comment on arrive à sécuriser les aménagements de voirie, c'est important. Comment on arrive à peut-être se mettre dans une vision zéro accident, comme elle peut être développée au Québec, où on essaie d'identifier dans les endroits où il peut y avoir des soucis sur les passages des vélos, comment on peut trouver les solutions les plus concrètes et les plus adaptées. C'est aussi permettre de pouvoir louer des vélos plus facilement à Brive, de pouvoir garer son vélo, de pouvoir le garer dans des abris qui sont plus sécurisés, de permettre aussi de pouvoir faire réparer son vélo, créer enfin une maison du vélo où on peut venir s'initier aux pratiques. Et dans les propositions que nous portons, il y a aussi des actions de sensibilisation. C'est sans doute permettre un dimanche par mois consacré aux mobilités douces, en permettant aussi aux jeunes et aux moins jeunes de développer la pratique du vélo dans notre ville. Frédéric Soulier, il faut augmenter ces fameuses bandes cyclables à double sens ou il faut plutôt faire des voies cyclables à Brive? Les deux. Alors, j'allais vous dire qu'il y a 40 ans, il y avait une voiture par foyer. Aujourd'hui, il y en a 3. On a triplé le nombre de voitures dans la ville. Pas pour autant qu'on a triplé le nombre de stationnements, pas pour autant qu'on a élargi par 3 les voiries pour y circuler. L'objectif, c'est que je crois qu'on peut partager l'idée de multiplier par 3 le nombre de vélos. Ça ne me paraît pas stupide, incohérent et inaccessible. Pour autant, l'usage du vélo aujourd'hui à Brive se chiffre entre 1 à 2%, quand la moyenne nationale est à 2,3%. Donc on voit qu'on a un chemin à faire, mais on voit aussi que le tout vélo, ce n'est pas non plus une idée farfelue, mais il faut qu'elle s'adapte aussi aux évolutions des choses, à l'évolution des familles, au plaisir aussi de faire du vélo.
Monsieur Roche faisait un trait d'humour, c'est 33,4 km de lieux pour circuler. Alors on compte les bandes cyclables ou c'est que les voies? Bandes, pistes, voies vertes que nous allons boucler à la fin de l'année, au 31 décembre 2020, où on va enfin raccorder les 24 km de l'est en l'ouest pour pouvoir traverser la ville avec cette espèce d'artère poumon verte qui va être réellement un changement. Et on le voit déjà comment les brivistes s'approprient cette voie verte, et c'est quand même extrêmement significatif sur leur capacité aussi à changer eux-mêmes leurs habitudes. Tout à l'heure, on évoquait le classement 2,54 points sur 6. On est à 0,14% en dessous de la moyenne des villes comparables à Brive. Donc je trouve que la remarque est sévère, on est quand même dans la moyenne. Le sujet, c'est quoi? C'est de dire, est-ce qu'on en a fait assez ou est-ce qu'il faut faire encore davantage? Moi, je pense qu'il faut en faire davantage, mais pas en clivant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les pro-vélos et les anti-vélos. Et est-ce que de passer tout le centre-ville à 30 km/h, par exemple, ça serait une des solutions? Alors, dans mon programme, nous parlons de la réduction de la vitesse, parce que ça aussi, c'est un élément. Pour être plus en sécurité, il faut que la vitesse soit ramenée de 50 à 30, mais pas partout, pas sur les axes entrants et pénétrants, mais que nous puissions avoir dans les quartiers, dans les voies parallèles, perpendiculaires, autour des axes entrants, une vitesse qui soit réduite de 30. Je rajoute un point, c'est qu'avec l'association Brive-Ville Cyclable, on s'est entendu. Alors, il n'y a pas l'association référente, il n'y a pas ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, mais on s'est entendu sur un plan. Et ce plan-là, il a été travaillé depuis les 2 dernières années passées, et l'agglomération a voté à la quasi-unanimité 5 millions d'euros pour développer ce plan pour les prochaines années. Monsieur Soulier, j'aimerais bien régulièrement entendre votre position. Alors si vous pouvez faire des réponses un tout petit peu plus courtes, sinon vous allez vite devancer sur chacun des thèmes vos adversaires. Alors vous êtes 3 à proposer la gratuité des bus en ville, en fait tous sauf vous, Frédéric Soulier. Cette gratuité, Madame Herzaf, c'est une condition sine qua non pour que le transport en commun soit une alternative à la voiture en ville? Pas seulement. Oui, c'est important, évidemment. Parce que, limiter la voiture, c'est utile à tout point de vue, notamment, évidemment aussi sur le plan de l'économie, parce que ça dynamise le centre-ville notamment. Mais le tarif, c'est un frein à ce que les gens prennent les transports en commun? Oui, c'est chiffré, c'est constaté. Il y a d'autres villes qui l'ont fait. Partout, on constate au moins 30%, minimum, de fréquentation du centre-ville en plus, du fait de la gratuité des transports. Mais c'est plus large que ça. La gratuité des transports, c'est important sur le plan des mobilités douces. Ça fluidifie, c'est plus confortable aussi pour les voitures. Il y a des solutions de déplacement. Sinon, c'est vrai que les bus sont beaucoup à vide, alors que même si c'est pas très cher, il faut changer tout ça. Il faut proposer une multitude en même temps, simultanément, de solutions de déplacement. Il faut avoir la possibilité de ce déplacement. Mais même en voiture, il faut fluidifier le trafic. Il y en a trop, même pour les voitures. On reste bloqué aux heures de pointe. On met beaucoup plus longtemps à se déplacer. C'est un tout, c'est global. Jamira Kassri, les bus gratuits à Brive, c'est pas une utopie? Moi, je ne pense pas. Alors, c'est vrai que c'est une idée qui est issue du terrain, parce qu'en décembre dernier, même avant, ça avait été validé lors d'un atelier participatif. Et les citoyens, puisque d'autres villes l'ont fait, effectivement, et que ça fonctionne, comme Dunkerque, disaient pourquoi vouloir maintenir ces 1,20 € systématiques, vaut mieux que ce soit gratuit pour que tous les jeunes et les moins jeunes puissent le prendre, qu'il n'y ait pas des horaires spécifiques pour les personnes âgées comme ça l'est actuellement, et puis pour justement limiter, compte tenu du prix du gasoil ou de l'essence, limiter l'usage des véhicules. Il faut revoir les dessertes aussi, les horaires de passage? Tout à fait. Il y a aussi c'est un plan mobilité où on intègre effectivement le vélo, mais aussi les bus. Il faut aussi revoir effectivement le passage, les horaires, puisque certains élèves, encore aujourd'hui, pour les avoir rencontrés, me disent qu'ils ne prennent pas le bus parce qu'ils arrivent en retard à leur première heure de cours à 8 heures. Donc voilà, donc je pense qu'il faut remettre les choses à plat. Il y a une possibilité de le mettre gratuit, même financièrement. Donc pourquoi ne pas aller... Dans ce sens. Dans ce sens-là. Paul Roche, Frédéric Soulier dit la gratuité, c'est un leurre. Il y a toujours quelqu'un qui paye finalement au bout. On finance comment ce bus gratuit? Mais je comprends, Frédéric Soulier est un idéologue par rapport au service public. Il n'aime pas trop ça, mais ça, ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux dire par rapport à la gratuité, c'est pourquoi on se déplace
Pourquoi on se déplace? C'est pour aller au travail, pour nos activités sportives, culturelles. Ce qui est vraiment cher aujourd'hui, c'est le service. Et on ne peut pas être fier d'avoir 300 000 voyages de moins sur le réseau de transport en commun de Brive. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le résultat, c'est l'accroissement de notre dette écologique. Après, la gratuité des transports en commun, elle n'est cohérente, que cela a été dit, que si elle s'appuie sur un maillage du réseau, sur l'information des usagers. Après, il faut poser la question du financement, c'est important. Comment on finance la gratuité des transports en commun? Cela passe par l'augmentation du versement en mobilité de 0,9 à 1 dans les entreprises de plus de 11 salariés, ce qui représente 3 € par mois et par salarié pour les entreprises de plus de 11 salariés. Et on réalise aussi des économies de gestion qui permettent de financer la gratuité. Et cela doit être une des priorités que nous proposerons à l'agglomération dès que nous serons élus. Puisqu'on parle des mobilités douces, améliorer aussi le temps de trajet entre Brive et Bordeaux, c'est fondamental, Madame Cassery? Il faut d'abord savoir si c'est possible, avant de se poser la question si c'est fondamental. C'est de la compétence effectivement de la région. En 1h30, ça me paraît... voilà. On aimerait, mais je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas, pour avoir interrogé certains membres de la SNCF, il semblait dire que... Voilà, c'était un vœu pieux. Le train, pour les mobilités douces aussi, c'est important que Brive soit correctement desservie et desservie plus rapidement? Essentiel. Après, voilà, la municipalité peut faire des choses avec des partenaires, par exemple, d'autres échelons territoriaux, la région, le département. Parce que, évidemment, le train, ça touche à plusieurs échelles territoriales. Ce n'est pas la municipalité qui décide. Mais si, c'est évident, ça fait partie des mobilités douces. C'est vrai que plus on met longtemps, si on veut prendre le train pour aller dans une autre ville, plus c'est tentant de prendre la voiture. Mais ça, pour le coup, c'est une des premières choses qu'il faut faire, c'est se positionner là-dessus pour essayer de faire en sorte que les lignes soient plus nombreuses, plus rapides, mais surtout plus nombreuses, le plus vite possible. Brive-Bordeaux en 1h15, Frédéric Soulier, ça vous paraît vraiment envisageable? Ça fait gagner quasiment 1 heure sur le temps actuel? 1h15, oui, c'est envisageable techniquement. Il faut revoir l'infrastructure du rail et investir lourdement. Le président Rousset, que j'ai rencontré avec mon collègue de Périgueux, avec lequel Jacques Ozou, nous sommes allés le voir il y a déjà 2 ans, et donc le président Rousset a répondu très favorablement aux investissements. Il y a un peu moins de 50 millions d'euros d'investis sur son plan pluriannuel d'investissement du rail. Et il faudra bien sûr là aussi offrir un aller-retour au minimum par jour, un le matin, un l'après-midi, avec aucun arrêt entre Périgueux et Bordeaux-Saint-Jean. Et puis mathématiquement, je suis désolé, 189 km, temps de parcours avec un TER qui peut aller jusqu'à 160, même avec 140 km/h de moyenne. Écoutez, l'objectif pour moi c'est 1h15, mais si on fait 1h30, si on fait 1h20, moi je serai le premier heureux. Il faut, politiquement, vous savez, le maire, c'est pas lui qui va investir, ni Périgueux, ni Brive. Mais s'il ne pèse pas sur ce sujet, on ne réussira pas le désenclavement ferroviaire à Bordeaux. Or, aujourd'hui, aller à Bordeaux, c'est aussi capital que d'aller à Paris. Et il faudra se battre sur ce sujet, quel que soit le maire, et avec beaucoup de conviction, et croire que c'est possible. Parce que on n'est pas dans un débat de sémantique, on n'est pas dans une interrogation ou dans une espèce de vandalisme intellectuel, comme j'ai pu le lire parfois par certains amis de Mme Cassery. Mais enfin, quand même, c'est quoi? Si demain, nous allons à Bordeaux en 1h15, les étudiants pourront continuer d'étudier à Bordeaux tout en résidant à Brive. On pourra peut-être travailler à Bordeaux et vivre à Brive. Tout ça sera quand même extraordinairement transformable en termes d'attractivité pour des villes moyennes comme nous. Le désenclavement est d'autant... Sur le train, je vais revenir sur le train. Moi, j'aurais aimé que le président de l'agglo sortant, qui est Frédéric Soulier, s'investisse dans les discussions qu'il y a en ce moment sur la desserte de Bordeaux. On y est, c'est même M. Tillet qui est responsable de cela. Tillet, élu comme ministre de Jujal Nazareth, qui est un très bon technicien et un sachant sur le sujet. C'est pour ça que vous devriez vérifier vos responsables. Vous n'êtes pas impliqué. Ce que je veux dire, c'est que sur la liaison avec Bordeaux, mais aussi sur l'étoile ferroviaire de Brive, c'est de dire qu'il faut pouvoir arriver à Bordeaux à 8h, 9h, qu'il puisse y avoir un aller-retour en mi-journée et un retour le soir. Sur la promesse de Frédéric Soulier de Brive-Bordeaux en 1h15, je crois que c'est une promesse totalement démagogique. Cela veut dire qu'il faut accélérer très vite à la sortie de Brive à 160 km/h et freiner très fort à Senon pour arriver en gare de Bordeaux. Doubler la voie, électrifier la voie, quand on sait qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, 7 lignes sont suspendues, ce qui, dans le langage de la SNCF, indique que les lignes sont fermées. Cela signifie aussi que
il faut des investissements colossaux qui ne sont pas tenables aujourd'hui par les collectivités, par les amis qui soutiennent Frédéric Soulier à En Marche, qui ont voté dans la loi mobilité des moyens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux en matière de réseau ferroviaire. Voilà ce qu'il faut dire sur la desserte du territoire. Il faut se battre, mais il faut pouvoir être sur des objectifs raisonnables en matière de finances publiques. Écoutez, mon collègue président de Périgueux est d'accord avec moi. Donc je vous propose vraiment de prendre le temps d'aller discuter avec Jacques Ozou sur ce sujet. Vraiment, je vous encourage à le faire. Est-ce que je peux répondre sur la gratuité des transports? Alors, il y a des questions sur lesquelles vous ne pourrez plus répondre, Monsieur Soulier, parce que vous répondez 2 fois plus longtemps, de manière 2 fois plus longue que les autres candidats. Donc, il faut rajouter une demi-heure à l'émission. Vous avez 3 minutes d'avance sur les autres. Donc, non, mais sur la gratuité, j'ai pas parlé. Sur la gratuité, je l'ai dit, vous considérez que c'est un leurre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Quand vous montez dans un bus et que vous prenez un ticket à 1,20 €, ça coûte à la contribution 5 €. Quand vous prenez un transport à la demande que vous payez 2 €, ça coûte à la collectivité 54 €. Et puis, M. Roche, c'est M. Hollande qui a supprimé la gratuité dans les transports publics, transports scolaires. C'est votre mentor qui a supprimé la gratuité des transports. Et vous voulez revenir. Parce que vous aviez laissé une gestion du Conseil général qui était catastrophique. Il y a quelque chose d'incohérent. Vous avez fait le département le plus endetté de France. Et c'est M. Rousset qui a augmenté de plus de 25% les tarifs en 2019. Une famille qui habite à Lissac paye 300 € de plus pour aller dans les collèges départementaux. Sur les autres sujets, notamment la baisse de la population, puisque Brive perd des habitants. 500 en 5 ans. Madame Cassery, comment est-ce qu'on fait pour rendre la ville plus attractive ? Alors pour rendre la ville plus attractive, c'est vrai que nous avions abordé l'aspect de la piétonisation progressive, notamment de la ville, de l'hypercentre, sa revégétalisation, c'est qui est indiqué aussi dans notre programme, mais aussi nous souhaitions mettre en place une étude sur la réforme fiscale pour que celle-ci, au regard de l'impôt foncier, soit en lien avec le quotient familial. Donc essayer de voir si cela est possible pour permettre aux brévistes de revenir s'installer au cœur de ville. Il y a aussi le fait d'utiliser tous les moyens possibles pour rénover le logement du centre-ville. Nous avons le FISAC, nous avons l'ANA, l'OPA, pour pouvoir refaire venir les familles, des familles avec enfants, qui effectivement occuperont aussi des écoles et consommeront en centre-ville. Et ça permettrait effectivement une dynamisation au niveau du cœur de ville. Est-ce que le taux de l'impôt foncier n'est pas aussi un des principaux freins finalement à l'installation de brévistes ? Si, tout à fait. C'est pour ça que je disais... Vous voulez baisser les impôts ? Je disais oui, effectivement, de pouvoir voir s'il était possible, ça ce serait à l'étude, de pouvoir coller l'impôt foncier en tenant compte du quotient familial. Dans certaines villes, ça a été fait. Ça fonctionne. Et effectivement, ça permet aux personnes de venir s'installer dans des secteurs plus accessibles. Paul Roche, il faut baisser les impôts à Brive pour faire venir plus d'habitants ou c'est se priver d'une ressource fiscale pour la ville ? Les impôts ont été toujours très élevés à Brive. Ce n'est pas une nouvelle, ça fait depuis 30 ans. C'est un héritage Jean Charbonnel, de Bernard Murat. Ça a continué. Les impôts sont toujours très élevés. À Brive, ça a toujours été le cas. Moi, je crois qu'il faut se concentrer sur les défis. Quelles sont les choses qui font que l'on va se différencier ? Il y a un défi durable. Comment on fait de Brive une ville référence en matière écologique, en matière de démocratie participative ? Comment on arrive à retrouver un développement économique vertueux en étant beaucoup plus attentif au commerce de centre-ville et de proximité, comment on arrive à donner de la place à l'économie sociale et solidaire, à l'économie circulaire, comment on arrive aussi à répondre à ce défi de la solidarité pour être attentif à tous, à toutes les générations et répondre aux difficultés de nos concitoyens qui peuvent avoir à un moment donné des difficultés dans leur vie. Voilà. D'avoir une ville plus verte, Chloé Hersaft, c'est aussi... Pas plus verte. Une ville verte, à 100% verte. De toute façon, si c'est plus verte, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'écologie, ça ne peut pas être un ensemble de mesures. D'ailleurs, l'attractivité d'une ville ne peut pas être le résultat d'une mesure. Aujourd'hui, pourquoi on ne vient pas à Brive ? Alors effectivement, la pression fiscale est importante. Ça, c'est évident. C'est sûr qu'on a un problème de ce côté-là. Mais pourquoi on ne vient pas à Brive ? C'est parce qu'elle n'est pas franchement identifiée. Quand on parle de Brive à des gens qui viennent de l'extérieur, ils vont penser à la gastronomie, au rugby, mais c'est tout. Enfin, je pousse à peine le trait. Pourquoi on ne vient pas dans une ville ? C'est pour ça. L'attractivité. Vous pensez qu'elle une réputation mais c'est ça, l'attractivité. En avance sur l'environnement ? L'attractivité, c'est ça. C'est attirer des habitants, des entreprises, des touristes. C'est être attirante, être charismatique, être identifié, forte, avoir un charisme fort.
Si on fait de Brive verte, et pas plus verte, sinon ça ne marchera pas, si Brive est verte, de fait, ça va attirer. De fait. Parce que c'est innovant, c'est à l'avant-garde, c'est efficace, c'est enthousiasmant et ça marche. C'est quoi être vert complètement et c'est quoi être avant-gardiste? Par exemple, dans l'économie. L'économie aujourd'hui, elle est à bout de souffle parce que le système linéaire, le système qui était mis en place jusqu'à aujourd'hui, linéaire, on va chercher à l'autre bout du monde, on produit à l'autre bout du monde, on ramène de l'autre bout du monde, on consomme, on jette. Ça, c'est linéaire. L'économie circulaire, qui fait partie de l'économie verte, c'est une des catégories, c'est on cherche autant que faire se peut des ressources locales qu'on respecte, on les fabrique en respectant notamment l'humain au sein de l'entreprise, on les consomme sur place, on les recycle au lieu de les jeter, on les réinjecte. Ça, c'est circulaire. Et de fait, ça valorise le territoire, parce qu'on doit s'adapter aux spécificités du territoire. Quelles sont les ressources locales, quels sont les savoir-faire locaux, etc. Ça, c'est typiquement, c'est une des catégories de l'économie verte qui permettra de renouveler et de dynamiser l'économie de Brive. Si on fonctionne comme avant, on va générer les mêmes problèmes qu'on génère depuis 20, 30, 40, parfois plus. Et ça ne va pas redynamiser, même complètement renouveler, l'attractivité de la ville. C'est continuer comme avant. Ça ne peut pas être verdi, ça ne marchera pas. En tout cas, sur l'attractivité du territoire, non, clairement. C'est vert à 100%, mais pas vert pâle, pas vert foncé. Il n'y a pas de pâle, voilà, il n'y a pas de nuance. Mais c'est vrai que sinon, ça va être forcément grandement freiné. Chamira Kasri, comment on fait aussi? Donc on parlait de faire revenir des habitants, faire venir aussi des commerces en centre-ville. Ça passe d'abord par tout développement, par l'arrêt de tout développement commercial à l'ouest de Brive. Oui. Je pense que là, l'ouest est assez doté de commerces. Et qu'il faut maintenant travailler au commerce de proximité du centre-ville et permettre effectivement aux chalands de revenir consommer au centre-ville. Donc, quelles sont les différentes mesures? Alors, la politique des parkings est quand même assez prohibitive. Donc, beaucoup de personnes disent, nous, on ne vient pas au centre-ville parce que le parking est cher et qu'on préfère tout aller sur l'ouest, où on peut y rester la journée et faire toutes nos courses, puisque tout y est. Donc effectivement, il faut retravailler sur la politique de stationnement qui sanctionne finalement l'usager et qui réduit aussi son pouvoir d'achat. Paul Roche, comment on fait venir plus de commerce encore dans le centre-ville de Brive? Je ne sais pas, par exemple, il faut une enseigne moteur ou ça passe pas du tout par ça? Je pense que c'est une stratégie globale. Aussi, il faut avoir bien en tête que nos modes de consommation évoluent aussi. Notre façon de consommer, notre façon de nous déplacer évolue dans le contexte actuel. Moi, je crois qu'il faut d'abord mettre fin à l'extension des zones commerciales à l'ouest de Brive. Cela a été dit. Je pense qu'elles ont été largement favorisées dans le mandat qui s'achève. Nous avons atteint un stade de saturation qui était déjà le cas en 2014, notamment dans le textile. Il y a eu des autorisations de surface commerciale, y compris en modifiant le PLU, qui n'ont pas arrangé le sentiment des commerçants du centre-ville et des quartiers, qui pensent que le décalage vers l'ouest, c'est fait. Il faut pouvoir avoir une attention particulière, notamment dans notre cœur de ville, sur comment on arrive à accompagner beaucoup plus fortement la transition numérique des commerces. Comment on se pose la question du stationnement. C'est important de pouvoir faire en sorte que les Brives puissent venir en centre-ville et venir y consommer. C'est avoir aussi l'idée qu'on peut faciliter les démarches des commerçants et des artisans de la part de la collectivité, sur les enseignes, sur les terrasses. Tout un tas de mesures qui permettent de répondre concrètement aux besoins des commerçants et des artisans de notre centre-ville. Alors on l'a compris, vous ne voulez plus d'autres zones commerciales à l'ouest, mais est-ce qu'en revanche il faut développer des nouvelles zones d'activité à vocation industrielle ou logistique? Moi, je pense qu'il faut se concentrer. Il y en a déjà assez avec Brive-la-Roche, est-ce qu'il faut... Il faut se concentrer sur le développement durable et industriel de notre ville, en étant aussi peut-être attentif à l'idée que l'on peut installer une couveuse ou un incubateur d'entreprise, essayer d'innover à chaque fois, d'innover pour que notre territoire se différencie, se démarque et essaie de progresser par rapport aux autres territoires qui nous entourent. Et avoir bien en tête que Brive, en Nouvelle-Aquitaine, n'est pas isolée, que nous avons des relations avec d'autres territoires en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi avec l'Occitanie et avec
d'autres territoires. Donc, il faut une stratégie cohérente en matière économique et surtout se concentrer sur le développement industriel, durable, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, essayer d'explorer tous les champs qui sont créateurs de richesses et d'emplois. Madame Herzaf, du coup, vous allez être assez d'accord avec ce que dit M. Paul Roche, se différencier de l'économie circulaire pour faire venir des entreprises, c'est certaines clés du succès? Il y en a 3 des clés, mais c'en est une. De toute façon, l'économie verte, elle commence à faire ses preuves. Effectivement, il y a des outils. On sait, les écologistes savent le faire. Ça fait longtemps qu'ils le portent, qu'ils le défendent et qu'ils le mettent en place, très concrètement. Mais c'est quand même plus large que ça. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la gratuité des bus. Il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on est endetté. La ville de Brive, et pas que, la France est endettée. Comment faire en sorte pour faire rentrer de l'argent, éviter d'en sortir? C'est quoi les leviers? L'économie en est une, par rapport à l'attractivité, on vient de le dire, mais il n'y a pas que ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 clés. Il y a la clé de l'environnement, c'est quoi l'environnement à Brive? Même si l'écologie se retrouve partout, la sphère environnementale c'est encore autre chose, et la sphère sociale. C'est-à-dire tout ça doit porter une nouvelle attractivité et tout va s'internourrir, notamment l'économie. L'économie aujourd'hui, elle doit se transformer à 2 titres. Une nouvelle économie qui émerge, par exemple, qu'est-ce qu'on a localement autour de Brive? Par exemple, on a une filière du chanvre. Elle est déjà présente. Brive devrait encourager ça, générer les intermédiaires qui n'existent pas encore, transformer le chanvre. On parlait de textile, mais pas que. On peut fabriquer du plastique végétal, etc. Brive doit effectivement être identifié comme un point ressource et moteur pour ça. Sur le plan social, on n'en a pas encore parlé, mais par exemple les bus, on parlait de gratuité des bus, ça va générer des entrées. Le fait de pouvoir fluidifier un centre-ville génère des entrées. Ça attire des entreprises aussi, ça dynamise le centre-ville, etc. Puis sur le plan social, évidemment, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, surtout avec le prix de l'essence, etc., c'est très avantageux. C'est pas qu'une clé, vous comprenez? C'est un tout. Madame Kassery, trop de zones commerciales et est-ce qu'il faut en créer des nouvelles par contre pour les activités industrielles? Est-ce qu'il faut aller du côté d'Ussac, d'Onzenac? Alors effectivement, il y a ce projet. Alors c'est vrai que l'implantation d'industrie ne se décrète pas, hein, c'est toujours compliqué. Les entreprises qui veulent venir sur le territoire mettent souvent en concurrence différentes communes pour savoir qui sera le mieux disant, en tout cas pour pouvoir avoir un espace pour s'installer. Je vois que vous me faites penser à la zone Ussac-Donzenac qui est une plateforme logistique. Est-ce que ça doit être une plateforme logistique? Si c'est pour juste déplacer une plateforme d'un point A vers un point B sans création d'emploi, quel est vraiment l'intérêt? Si ce n'est le fait que ce soit près du croisement autoroutier. Ce sont des terres agricoles. J'aurais préféré effectivement que cela puisse être utilisé pour créer des micro-fermes. Il y a des demandes, des micro-fermes qui demandent 1 à 2 hectares, puisque on sait que dans un prochain avenir, on va devoir produire ce que nous allons consommer. Et en lien avec les établissements scolaires, notamment, je pense à celui de Woodzac, qui aussi nous disent que s'il y avait des espaces, effectivement, pour les jeunes qui sortent de formation, qui ont des BTS, peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir une installation de maraîchères ou d'éleveurs. Frédéric Soulier, il n'y a plus de place à Brive-la-Roche pour qu'éventuellement de nouvelles entreprises viennent s'installer? Est-ce qu'il faut pour Brive, est-ce que le clé de ce développement économique passe forcément par l'extension, c'est-à-dire créer de nouvelles zones, qu'elles soient commerciales ou pour des activités industrielles, logistiques? Alors d'abord, moratoire sur le développement commercial, parce qu'il faut quand même que je réponde à cette question. C'est pour ça que je vous ai donné la parole de manière globale, je dis plus d'extension. J'ai le chiffre, Monsieur Roche, depuis 25 ans, et Madame Kassery, savez-vous le nombre de mètres carrés installés à Brive? Exactement. 78 807 mètres carrés. Savez-vous combien de mètres carrés j'ai pu autoriser sur un terrain privé? 4 787 mètres carrés. On parle de la dernière zone commerciale à côté du supermarché Carrefour, sans lui faire de publicité.
franchement, il faut prendre le recul nécessaire. Alors je comprends la polémique, je la comprends. Mais est-ce que c'était pas juste les commerces de trop? C'est-à-dire, effectivement, vos prédécesseurs en ont fait plus, mais est-ce que c'était pas ceux de trop? Moi, j'accuse personne. Je fais un constat, et lorsqu'on est arrivé, il y avait quand même un projet de 16 000 m² sur des terrains publics. Alors moi, je fais bien la différence entre terrain public et terrain privé. 16 000 m². Ce projet, donc, il est mort-né lorsque nous sommes arrivés. C'était un projet de mon prédécesseur sur l'ancienne plateforme de l'abattoir. Donc, sérieusement, aujourd'hui, évidemment que le mètre carré foncier sur le développement de zone commerciale est à prescrire. Le message est très clair. Sur un terrain privé, il va falloir que M. Roche et Mme Kassery disent aux maires actuels, et si demain ils sont aux affaires, comment ils vont éviter un mètre carré de surface commerciale sur un terrain privé. Il va falloir qu'ils nous le disent réellement. Moi, je serais très intéressé, je l'ai d'ailleurs dit au gouvernement, donnez les moyens aux maires de dire oui ou de dire non. Arrêtons cette espèce de polémique et cette espèce d'hypocrisie ambiante qui flèche le maire quand il y a un commerce qui s'ouvre. Pour le développement économique et industriel, il faut aller du côté de l'aéroport, du côté de Mansac ou du côté de Lussac-Donzenac. Il faut développer, évidemment, avec un raisonnement qui est clair, c'est créer de la richesse. Créer de la richesse, ça passe bien sûr par du foncier pour y installer les entreprises, ça passe aussi par du foncier pour créer de l'emploi, via Poste, Chronopost, Tereva, le consortium franco-allemand. Si on n'avait pas eu les mètres carrés pour les installer, ce serait installé ailleurs. C'est 450 emplois qui sont créés aujourd'hui à Brive. Donc c'est une belle opportunité qu'on a su saisir. Il faut continuer, mais de façon raisonnée. Quand on aménage 53 hectares à La Roche, savez-vous combien on compense ? Madame, 61 hectares en compensation en réserve humide pour la faune et pour la flore. Donc l'agglo est parfaitement engagé sur cette logique d'équilibre aussi des territoires. Et enfin, sur Brive, sur Lussac-Donzenac, oui, il faudra, parce que lorsque Brive-la-Roche sera plein, moi je crains, lorsque le maire sera aux affaires, qu'il puisse dire non à une entreprise qui voudra 5-6 hectares pour s'implanter. Et quand vous direz non à une entreprise, vous direz non à 100 emplois créés. Paul Roche, elle s'installe où dans 5 ans, 10 ans, une entreprise industrielle à Brive? Il reste encore des terrains. Après, pour revenir à ce que disait Frédéric Soulet, il a participé à autoriser près de 50 000 m² entre 1995 et 2008. Non, mais j'étais pas maire, monsieur Roche, enfin... vous étiez dans l'équipe, quand même. Soyez sérieux, soyez sérieux. Il y a eu un ralentissement inédit sous le mandat de Philippe. Mais est-ce qu'il faut par contre prévoir des terrains qui puissent un jour accueillir des nouvelles entreprises? Il faut regarder quels peuvent être les terrains disponibles. Il faut regarder quelles sont les friches industrielles que l'on peut aussi reconvertir. En termes d'espace, comment on peut réussir à utiliser ces espaces qui ont été les espaces industriels et qu'on peut permettre de récupérer pour d'autres activités. Ça, il faut le regarder attentivement. Il faut faire attention à la consommation foncière que l'on peut avoir aujourd'hui, eu égard aux enjeux écologiques et durables de notre territoire. Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes de débat. Notre thème que vous abordez tous dans vos programmes, c'est la sécurité. Pendant votre mandat, Frédéric Soulier, vous avez déployé la vidéosurveillance avec l'installation de 30 caméras, plus des caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation. Vous avez renforcé les effectifs de la police municipale, une police qui est déployée 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chamira Kassery, vous proposez des caméras mobiles. Ça ne suffit pas, ce dispositif parce que selon les chiffres du dernier comité local de sécurité, a priori, la délinquance est en baisse, le taux d'élucidation est en augmentation. Vous pensez qu'il faut quand même en rajouter quelques-unes mobiles? Alors non, c'est pas en rajouter, c'est utiliser celles qui sont déjà redéployer celles-là de manière façon mobile. Alors effectivement, je ne vais pas remettre en cause la vidéoprotection. Par contre, la vidéosurveillance me dérange beaucoup plus, puisque si on rajoute effectivement, comme Monsieur Soulier le prévoit, la vidéosurveillance, 70 caméras. Ça veut dire que au total, il y aurait 70 caméras. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre le personnel qui surveille H24, c'est-à-dire 1680 heures par agent. C'est ça aussi la réalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que veut le citoyen pour effectivement diminuer ce sentiment d'insécurité? C'est d'avoir des hommes et des femmes sur le terrain. Et pour nous, effectivement, ce serait effectivement de déployer la police municipale, revenir à l'îlotage, comme nous l'avions eu il y a de nombreuses années. Une police de proximité. Et une police de proximité qui serait effectivement à l'écoute et qui serait présente sur le terrain. Madame Hersaft, plus de police de proximité aussi, plus de police municipale? Une meilleure, au sens où
la police municipale, elle est équipée, elle est compétente, elle est importante, ça c'est fait. Mais peut-être plus de formation, une nouvelle façon de se positionner sur le terrain, mais aussi d'être perçu, parce qu'il y a quand même un problème important. Il faut redorer l'image de la police aussi. Et pour ça, effectivement, la médiation et la proximité outillés, via notamment des formations, sont indispensables. Par contre, je voudrais juste rapidement revenir, parce que je vous ai laissé finir, je ne voulais pas vous couper, sur les territoires. Le développement économique. Exactement, et notamment sur les territoires, par exemple, des nouvelles industries, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un plan strictement environnemental, c'est extrêmement polluant. On a quand même, c'est une réalité. Si on oppose emploi, par exemple une centaine d'emplois, et la qualité de l'air de quasi 50 000 habitants, là, c'est qu'on a un problème fondamental de compréhension des enjeux. Parce qu'on n'a pas parlé de pollution pour l'instant. On a parlé d'outils pour l'améliorer, mais pas franchement de pollution. On a quand même une vraie question sur ce plan-là. Et c'est vrai que de générer de l'emploi par hectare, de continuer à fonctionner comme ça ne marchera pas. Déjà, le nombre d'emplois est trop bas vis-à-vis de l'espace qu'on va détruire sur un plan strictement environnemental. Et en plus, il ne va probablement pas être durable. Voilà. Si c'est de l'industrie d'avant, de toute façon, même avec la législation, notamment environnementale, ils ne vont pas pouvoir travailler dans 5 ans. Ils vont peiner à remplir les commandes. Voilà, donc je voulais juste revenir rapidement là-dessus. On ne peut pas développer, mais ce serait vraiment intéressant parce que c'est un sujet d'enjeu. Enfin voilà, pour revenir sur la sécurité, écoutez, Brive est équipée, elle l'est. Après, il y a des choses à améliorer dans la présence sur le terrain et dans le sentiment de proximité réciproque avec la police. Il nous reste 2 minutes de débat, Paul Roche, sur les caméras de vidéosurveillance. Vous dites d'accord pour aider à l'élucidation, mais ça ne résout pas trop tout. Moi, je pense qu'il faut refuser la fatalité et toute démagogie électorale sur ces sujets-là. Sur la sécurité, il faut revenir à ce que voulaient les brévistes dans la consultation organisée par Frédéric Soulier en 2015. C'est revenir aux actions de médiation, de prévention, une police de proximité, et mettre en place une action avec les quartiers, une sécurité participative, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en matière de lutte contre les incivilités, de nuisances sonores qu'il peut y avoir, de problèmes dans les quartiers, pour les résoudre rapidement par la présence sur le terrain et en comprenant ce qui se passe. Il ne nous reste plus que 3 minutes de débat. Monsieur le maire, je suis désolée, vous avez beaucoup parlé. Je ne pourrais pas vous laisser la parole sur la question de la vidéosurveillance. Protection, pas vidéosurveillance, vidéoprotection. Les images sont plus qu'enregistrées, elles sont consultées en temps réel. Non, mais la vidéosurveillance, elle est en boucle. La vidéoprotection, vous avez un ASVP, un auxiliaire de la sécurité de la vie publique, un vrai enquêteur qui travaille. Il faut être attentif. Là aussi, c'est on va quand même passer à vos promesses de campagne, sinon on n'aura pas le temps de le faire. Merci. Donc, par ordre alphabétique, Chloé Herzaf, si vous êtes élu maire de Brive, quelle est la première mesure que vous prenez ? La première, mais il y en aura forcément plusieurs prises en même temps. La toute première, il faut en choisir une, c'est le jeu, en 30 secondes. À ce stade-là, c'est un état des lieux financiers. Voilà. Qu'est-ce qui a été engagé ? Qu'est-ce qu'on peut engager ? Parce qu'il y a forcément des choses qui sont déjà engagées, sur lesquelles on ne pourra pas peu agir. C'est la première chose, puisque tout le reste en découle. Et puis peut-être aussi penser à la végétalisation, parce que ça prend du temps, avec un faible système racinaire en priorité. Chamira Kasri, pareil, votre première mesure, votre premier engagement si vous êtes élu maire de Brive. Alors effectivement, c'est la dynamisation de tous les quartiers du centre-ville, mais aussi des quartiers périphériques. Et cela va passer effectivement par la mobilité, ce que nous avons mis donc sur notre programme, le stationnement, par le dynamisme culturel et sportif, par l'intergénérationnel, par le maintien des services publics de proximité, et ça vraiment j'y tiens, et je veux même en parler par rapport au foyer logement, notamment le fait que de privatiser les 2 foyers logements, celui du centre-ville et celui du quartier ouest-est, je pense qu'il y a assez de structures privées et qu'il faut maintenir ce service-là pour nos aînés, sur l'environnement et effectivement sur l'économie. Ça va faire plus d'une mesure, ça. Paul Roche, pareil, votre premier engagement, la toute première mesure que vous prenez si vous êtes élu maire de Brive. La préparation du budget va être la première préoccupation de notre équipe après les élections. Et je souhaite que l'on puisse mettre en œuvre un budget climat, c'est-à-dire réduire l'empreinte écologique de la ville et les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'échelon local est l'échelon pertinent pour améliorer notre environnement, le rendre plus sûr et renforcer la démocratie participative. Alors,
dès le 15 mars, vous avez le pouvoir de changer votre quotidien, alors prenez-le. D'ailleurs, avant de donner la parole à Frédéric Soulier, on parlait du vote le 15 mars. Tout est en place dans toutes les villes de la Corrèze pour permettre à tous les électeurs de voter en toute sécurité malgré le coronavirus. Frédéric Soulier, si vous êtes réélu maire de Brive, la toute première mesure que vous prenez? D'abord, pas de privatisation pour les logements sociaux. Nous ferons le même montage que mon prédécesseur a fait pour la maison de retraite de l'hôpital avec l'EHPAD de Rivet, le même montage. Deuxième point, continuer à œuvrer pour que notre territoire soit attractif et qu'on ait plus d'emplois, plus d'entreprises à créer et moins d'impôts. Enfin, la mesure phare, une des mesures phares, c'est le pass bénévolat. Nous voulons reconnaître l'action du bénévole dans la ville de Brive et le pass bénévolat sera là pour reconnaître les bénévoles. Pour le découvrir dans votre programme. C'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Puis pour connaître vos scores, eh bien rendez-vous dimanche soir sur France 3 Limousin.